Préparer une semaine qui console, une semaine jeux vidéo. Premier épisode, quelles sont les sciences cachées dans le plaisir du gaming ? Vous reconnaissez immédiatement ces premières notes de Tetris. Cette mélodie fait partie de notre patrimoine. En quelques décennies, le jeu vidéo est devenu la première industrie culturelle. Elle pèse aujourd'hui plus lourd que le cinéma et la musique réunis. Depuis sa naissance dans les laboratoires en 1958, il entretient avec la recherche scientifique une relation indissociable. Aujourd'hui, le secteur mobilise de nombreuses expertises. Optique, mécanique, acoustique, intelligence artificielle, mathématiques. Quelle loi de la physique inspire les animateurs capables de forger des mondes d'une richesse stupéfiante ? Game design, les sciences jouent sur tous les tableaux. Et bonjour David Louapre. Vous êtes vulgarisateur scientifique pour la chaîne Science Étonnante sur YouTube, ancien directeur scientifique d'Ubisoft, et vous publiez tout juste l'ouvrage Le Labo du jeu vidéo aux éditions Albin Michel. Absolument. Et Roland Leheucq, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA et vulgarisateur scientifique. Un grand merci à vous deux d'être là avec nous dans notre studio en direct sur France Culture. Et puis merci à vous aussi d'être là avec nous en direct ou à toute heure en podcast sur le site de franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur une autre plateforme qu'on aide bien. C'est Blue Sky et c'est sur notre compte @ScienceCQFD. Alors comment les jeux vidéo sont-ils un bon support pour parler de science ? Comment les lois de la physique sont-elles prises en compte pour leur élaboration ? Et comment continuent-ils d'enrichir la recherche ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, on fait un petit retour en arrière. Le tout premier jeu de l'histoire est né dans un laboratoire et ça sonnait comme ça. David Louapre, vous reconnaissez ? C'est du tennis, c'est ça ? C'est tout à fait du tennis. Du tennis très stylisé. Donc c'est le jeu de tennis Fortou qui est considéré souvent comme étant le premier jeu vidéo, même si on peut toujours débattre exactement de comment c'était fait, et qui était fait avec un des tout premiers ordinateurs et un oscilloscope en guise d'écran. Il n'y avait pas encore de jeu vidéo au sens où on l'entend aujourd'hui avec un ordinateur connecté à un moniteur. C'était un ordinateur très, très rudimentaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, qui pilotait un oscilloscope. Donc en fait un appareil de laboratoire qui sert normalement à visualiser des signaux électriques dont servent les électroniciens. Et là, qui représentait de façon très très simplifiée une balle de tennis franchissant un filet. Ce qui est étonnant tout de suite, Roland Leheucq, c'est que ce tennis Fortou, donc il est né dans le laboratoire national de Brookhaven à New York, en 1958, mais au départ, c'est un outil de médiation scientifique. C'est les scientifiques qui ouvrent leur laboratoire pour montrer justement au grand public qu'est-ce qu'on y fait. Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est vrai que souvent les scientifiques, quand ils font visiter leur laboratoire, essaient de rendre les choses attractives, attrayantes. Alors quand on voit parfois le fatras de câbles, d'écrans, enfin alors écrans bien sûr maintenant des moniteurs, mais qui peuvent être des écrans d'oscilloscope, des écrans variés, de tout un tas de choses qui affichent des compteurs, des machins qui mesurent, tout ça est un peu intimidant. Et alors de montrer qu'avec tout ce bazar, on puisse faire quelque chose qui ressemble à un jeu, en tout cas quelque chose qui soit plus ludique, c'est de montrer qu'on peut utiliser ces outils pour tout un tas de choses. En particulier une manière de jeu, mais aussi, bien sûr, toute la physique dont on va discuter derrière, dont les gens vont présenter, quand ils vont visiter le laboratoire, on va leur présenter toute cette physique qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça ramène ces objets techniques très complexes, très fouillis, très empilés, très câblés, à quelque chose de plus humain, plus proche, plus direct, où on comprend instantanément, disons, à quoi ça peut servir, même si en pratique, ça ne sert pas à faire des jeux vidéo, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que, comme vous dites, on a des machines complexes et dès le départ, on pense à du jeu, David Louapre. Oui, j'ai l'impression que ça a été toujours un peu une constante de vouloir s'amuser avec ces équipements compliqués. Je crois que même ça date d'avant l'informatique, c'est-à-dire que les premiers automates aussi, il y a des gens qui ont essayé de faire des automates qui jouent aux échecs. Et donc, sans surprise, quand l'informatique s'est développée, en fait, je pense que les chercheurs sont des grands joueurs dans l'âme, ou des enfants aussi. Et donc, ils ont voulu commencer à détourner les équipements pour faire ces choses ludiques, alors soit à des fins de démonstration, comme c'était le cas pour Tennis Fortou, soit carrément commencer à essayer de faire des vrais jeux. Quelques années plus tard, il y a eu ce jeu qui s'appelle Space War, qui tournait sur des ordinateurs qui coûtaient une fortune, qui était fait normalement pour faire des calculs très sérieux et des choses comme ça. Et puis, les chercheurs ont eu l'idée de commencer à créer ce petit jeu. Et ce petit jeu s'est d'ailleurs répandu assez vite dans les universités américaines, à peu près sur tous les ordinateurs qui existaient à l'époque, qui étaient des équipements assez rares et très chers, mais voilà, tout le monde a voulu tester ce jeu-là. Space War, Roland Leheucq, vous y avez joué ?
ou quelque chose qui en découle sans doute, hein, parce qu'effectivement, je suis plus tout jeune, donc C'était pas pour... non, mais j'ai compris l'idée. Mais c'est vrai que moi, j'ai joué ça s'appelait Pong. Alors, il y a quelque chose qui ressemble à Tennis for Two, mais qui s'appelait Pong, qui était plutôt sur des consoles, des TO, je sais plus quel numéro, des consoles Thomson. Donc, j'ai vu ces jeux, plus exactement, j'ai joué, alors, chez des copains qui avaient la console, et donc, j'ai vu ces premiers jeux et leur déclinaison, parce qu'ensuite, évidemment, quand c'est réservé à des gros ordinateurs, enfin, des gros ordinateurs pour l'époque, et des moyens que ne peuvent pas avoir les gens, si quelqu'un y trouve un intérêt, assez rapidement, ça peut se décliner sur des supports plus canoniques, des écrans de télévision, une petite machine qui ne fait que ça, qui ne sait plus faire que ça, mais qui le fait bien, et c'est le but, puisque c'est pour le coup du divertissement pur. Et déjà, Space War, on voit que ça avait été fait par des chercheurs, parce que par rapport à Pong ou à Tennis for Two, qui est vraiment les règles du tennis, Space War, c'était deux avions qui s'affrontaient, donc c'était un jeu à 2 joueurs, et au centre de l'écran, il y avait une étoile qui exerçait une attraction très très forte. Donc il fallait à la fois essayer de manœuvrer son vaisseau, essayer de toucher le vaisseau adverse, tout en manœuvrant autour de l'étoile qui avait son attraction gravitationnelle, et par exemple, on pouvait faire de la fronde gravitationnelle autour de l'étoile. Oui, et là, ce qui est intéressant pour le coup, c'est que ça vient de scientifiques qui vont essayer que ça ressemble à quelque chose. C'est pas juste des déplacements random et puis on bouge comme on veut. Bien sûr, il y a une part d'aléa éventuelle, il y a une part aussi de comment on manœuvre les commandes, si j'ose dire, pour déplacer l'objet, mais il y a aussi des choses dans le paysage qui peuvent influencer vous. Alors là, la gravité, ça se modélise très facilement, une attraction en 1 sur R2, enfin l'inverse du carré de la distance, ça se modélise très facilement, il suffit de mettre les bons paramètres et roule, et on a tout de suite quelque chose qui rajoute une petite touche de complexité inhabituelle, parce qu'on n'est pas habitué, enfin si on est habitué à la gravité, mais on lâche un truc, ça tombe, mais on se déplace, on marche, mais se déplacer en 2 dimensions, parce que c'est sur un écran, mais en ressentant la gravité comme si c'était nous le vaisseau en orbite autour d'un astre bidimensionnel, dans un monde bidimensionnel, on n'est pas habitué à ça, et du coup on n'a pas les bons réflexes, et ça rajoute une touche de complexité, et donc d'habileté à acquérir, et de plaisir à acquérir pour faire le jeu. Et on reviendra dans quelques instants sur la gravité, puisque vous consacrez, David Louapre, un chapitre, le chapitre 8, la gravité finit toujours par gagner. Mais sur cette petite historique, voilà, des jeux vidéo, on évoque Space War qui a inspiré les premiers jeux d'arcade, et puis on a l'apparition des microprocesseurs dans les années 70, où là, on voit vraiment que l'électronique devient plus accessible. Oui, c'est le moment où ça devient accessible au grand public. Il y a la première génération de consoles qui d'ailleurs a finalement pas très très bien marché parce que il y a eu probablement des surinvestissements dans ces domaines-là. Mais en tout cas, voilà, à partir des années 70, c'est le moment où on voit apparaître ce qu'on appelle les consoles de salon, c'est-à-dire un objet que les particuliers peuvent acheter, brancher sur leur télé et jouer eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin d'aller dans un labo pour jouer. Voilà, les consoles de salon, voilà, c'est un marché qui commence, mais le bouleversement a lieu en 1977 avec l'Atari 2600 et ses cartouches amovibles. Cette innovation transforme l'industrie. Les fabricants de machines n'étaient plus nécessairement les créateurs des jeux. Alors Guy Millan, vous êtes le président de Atari France et c'est vous qui proposez, en tout cas vous êtes très implanté dans ce domaine. J'ai visité votre stand tout à l'heure en votre compagnie, il y a des choses extraordinaires. Alors par exemple, ces jeux, à qui s'adressent-ils? Comment sont-ils fabriqués? Est-ce que ce sont des gadgets ou bien est-ce que ce sont des instruments de connaissance? Non, je ne crois pas que ce soit des gadgets. Effectivement, il s'agit d'un domaine tout à fait nouveau par rapport à la vidéo dont on vient de beaucoup parler, mais c'est aussi un accessoire du téléviseur que chaque famille possédera bientôt. Pourquoi ? Parce que le jeu électronique est un moyen d'initiation d'abord à l'informatique et chacun sait, on en a beaucoup parlé, que l'informatique va rentrer dans chaque foyer d'ici 1990. Et en commençant par les jeux électroniques, on montre ainsi d'une manière facile et agréable que l'informatique est totalement démystifiée et qu'elle est très facile à utiliser. Alors vous allez être content parce qu'on a surpris tout à l'heure un enfant émerveillé devant l'un de vos appareils. Une autre parce que je t'ai gagné. Voilà, une autre partie, il le demandait à son grand frère, il avait 5 ans. C'est peut-être un peu jeune quand même pour commencer à s'initier à la vidéo électronique, si on peut appeler ça comme ça. Non, je crois que ça aussi c'est un phénomène important, c'est le phénomène des générations. On s'aperçoit que la génération montante, celle qui a moins de 15 ans aujourd'hui, est une génération qui est née avec l'informatique et qui se sert de ces appareils comme nous servons du téléphone et qui n'a vraiment aucun complexe vis-à-vis de ces appareils.
Voilà, le PDG d'Atari France dans le journal de France Inter en 1982. Alors, ce qu'on entendait d'intéressant également dans cette archive, David Loapre, c'est voilà, cet instrument de connaissance de l'informatique, qui est le jeu vidéo. Bah oui, parce que en fait, à l'époque où arrivent les premières consoles de salon, notamment la console Atari, donc vraiment tout début des années 80, avoir un ordinateur à la maison n'est pas du tout quelque chose qui se fait. En fait, les ordinateurs personnels vraiment qui commencent à arriver dans les foyers, c'est quand même quelques années plus tard. Et donc, c'est vraiment un des premiers contacts avec, je sais pas ce qu'on appellerait le multimédia aujourd'hui, mais donc ça a été vraiment cette découverte de, ah bah oui, j'ai un appareil qui est capable de piloter la télé, j'interagis avec cet appareil avec des commandes, un joystick, des boutons, des choses comme ça. Et donc, on découvre un peu les bases de l'informatique, même s'il n'y a pas encore le clavier, etc. Roland Lehoucq, une réaction à cette archive? Oui, c'est vraiment. Il y a 2 éléments que j'ai notés. Le premier, c'est accessoire du téléviseur. Donc le téléviseur, c'est pas juste un écran qui envoie la télé. La télé, c'est émis quelque part, et puis le téléviseur est un récepteur, et puis c'est tout. Ça devient un truc où le téléviseur devient un objet supplémentaire où on peut l'alimenter, disons, en interne, de chez soi. On met un truc dessus et puis ça roule. Et on voit que maintenant, quand on voit maintenant les téléviseurs modernes, enfin plus téléviseur, maintenant on dit moniteur, on dit écran, télévision peut-être, parce que relativement ça sert à regarder la télévision, mais c'est branché sur Internet, on peut jouer, on peut se brancher à tout ce qu'on veut, avoir accès à des supports variés qui sont internes ou externes. Et donc on voit que cet aspect accessoire du téléviseur s'est considérablement développé. Et puis la deuxième chose, c'est l'initiation à l'informatique. Alors ça, pareil, j'en suis témoin aussi, puisque moi j'ai commencé à apprendre à programmer sur des calculettes programmables. Et les premiers petits jeux qu'on fait, c'est même sur des calculettes programmables très bêtes, où il n'y a pas d'écran subtil, où ça se déplace. Ça peut être des petits jeux d'énigmes, ça peut être des petits jeux qui résolvent des choses toutes simples ou qui font des choses toutes simples. Et puis après, dès que j'ai eu accès à un TRS-80, enfin chez un ami, puis après un Apple II, Apple IIe, extraordinaire. Alors là, on a commencé à programmer en basique, et la première chose qu'on fait, effectivement, quand on est un jeune homme, plutôt un jeune homme, il faut reconnaître quand même à l'époque, et on voit bien que l'informatique a d'abord été nourrie par des femmes, si je veux dire, puisque les premiers langages de programmation, toute la réflexion, les entretenir, ces ordinateurs. Et puis à la fin, peut-être que c'est pour ça que c'est des jeux comme ça, Space War quand même, des jeux d'affrontement qui sont apparus. Bref, à la fin, dans ces jeux, on a envie de programmer plutôt que des calculs, des résolutions d'équations, ou tu ne sais quoi, on a envie de programmer un jeu pour ensuite le montrer à ses copains, jouer avec ses copains et avoir un achievement qui permet de à la fois apprendre l'informatique et en même temps partager ce résultat avec d'autres personnes intéressées par le sujet. David Loapre, vous aussi, vous avez fait de la programmation. Ah oui, moi c'est comme ça que j'ai appris la programmation en basique. Alors c'était sur un Atari ST, donc c'était fin des années 80. Et oui, en fait, j'ai commencé à programmer en basique et très vite, on se dit, on va faire un jeu. Et donc, je me souviens, ma plus belle réalisation de l'époque, c'est que j'avais fait un jeu de 1000 bornes. Et donc, il y avait l'ordinateur jouait contre le joueur. Et des fois, alors avec des règles super simples, hein, mais des fois, même ma création me battait. C'était assez drôle. Milieu des années 90, autre évolution, la PlayStation de Sony qui introduit le CD-ROM. Et là, on a un espace de stockage 100 fois supérieur à celui des cartouches, David Loapre. Oui, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que par les standards modernes, les cartouches ou même les disquettes sur lesquelles moi j'ai fait mes premières armes, c'était vraiment rien du tout. C'était 700 kilooctets, donc c'est même pas une icône aujourd'hui. Enfin, j'ai vu des jeux sur des cassettes, les cassettes audio. Il y avait avant les petites cassettes, les petites disquettes souples, puis en plus les disquettes plus rigides à 700 kilooctets ou 70 kilooctets. Il y avait aussi les bandes magnétiques de cassettes audio, enfin qu'on appelait à l'époque cassette audio, mais qui servait aussi à enregistrer, avec un magnétophone qui était branché sur le TRS-80. Bon, ça fait un peu old school tout ça, mais du coup, il y avait aussi une magie technique, d'une certaine façon, pour des jeunes gens qui s'intéressaient un peu à ces objets-là. Il y avait l'idée, on va pouvoir faire des choses incroyables. Voilà, il y a des films aussi, il y avait des films qui sont sortis et qui mettaient en scène de jeunes hackers et qui j'oublie le titre, m'échappe là, mais un film qui était... Il y avait... Tu as échappé aussi, tu es vu aussi, David. Wargame. Wargame, voilà. J'allais dire Star Wars, mais non, c'est pas Star Wars. Non, pas Star Wars. Alors, Wargame, voilà. Donc, il y avait ce... Et puis, il y a eu Tron aussi, comme film qui est sorti, qui se passe dans le cœur. Bon, bref. Il y avait aussi tout ça qui mettait en branle tout un imaginaire de l'utilisation de ces supports informatiques et de leur usage pour des jeux et éventuellement... pour l'apprentissage aussi de l'informatique. Alors cette abondance de mémoire va profiter aux jeux 3D, gourmands en texture et en modèle. Alors quel que soit le monde virtuel désiré, à un moment, il faut faire appel aux sciences. Alors quelles sont-elles et comment les jeux nous permettent-ils d'apprendre des choses en physique ? On continue. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
En direct sur France Culture, on inaugure notre semaine spéciale jeux vidéo avec David Louapre et Roland Lehoucq. Et là, vous entendez une virgule faite à partir de Chuck Rock. On vient de parler de la naissance de l'informatique, des machines monumentales qui n'étaient pas conçues pour le divertissement et qui servaient avant tout au calcul scientifique et militaire. Pourtant, dès les années 50, quelques pionniers eurent l'idée d'y programmer des jeux simples. Pour le passage de la 2D à la 3D, il a fallu faire de la géométrie, de l'informatique graphique. Mais il y a quelque chose d'important également, David Louapre, c'est l'émergence des moteurs de jeu qui transforment complètement la manière de développer un jeu vidéo. Oui, en fait, tant qu'on va dire, c'est un peu schématique, mais tant qu'on n'avait que des jeux 2D, c'était pas très compliqué de refaire le jeu de zéro à chaque fois. C'est-à-dire les développeurs, ils voulaient créer un nouveau jeu, ils pouvaient réutiliser des bouts de code du jeu précédent, mais voilà, essentiellement, ils allaient refaire le jeu de zéro. Et à partir du moment où il y a eu la 3D, tout ça devenait à la fois beaucoup plus compliqué et c'était vraiment dommage de jeter une partie du travail qu'on avait fait. C'est un peu comme si je disais, chaque fois que je veux écrire un document avec un traitement de texte, je programme le traitement de texte dont j'ai besoin, ce qui est un peu ridicule. Au bout d'un moment, on se dit autant réutiliser le même logiciel de traitement de texte. Et donc, les développeurs de jeux vidéo ont adopté cette philosophie et donc ont créé ce qu'on appelle des moteurs. C'est-à-dire, c'est une sorte de logiciel qui va nous servir ensuite à faire un jeu. Et donc, plutôt que de refaire le jeu de zéro à chaque fois, on utilise le moteur et on ne refait que les caractéristiques qui sont essentielles et qui définissent les spécificités du jeu, donc le game design, les graphismes, etc. Et tout ce qui est des tâches qui sont essentiellement les mêmes que dans le jeu précédent, c'est-à-dire comment on va calculer le rendu de la lumière, l'apparence de la géométrie en fonction des mouvements de caméra, etc. C'est des composants qu'on peut réutiliser. Mais alors ça, dans un jeu, tout doit s'afficher quand même en temps réel. Ça, c'est un défi énorme d'informatique graphique. Et ça mobilise tout un tas de connaissances. Comment les programmateurs ont abordé ce problème-là, David Louapre? Alors c'est effectivement compliqué parce que contrairement, par exemple, souvent on peut comparer un peu ce qu'on voit sur un jeu vidéo avec un film d'animation. Et en fait, c'est très différent parce qu'un film d'animation, tout a été calculé à l'avance puisqu'on sait exactement ce qui va se passer. Ça a été explicitement conçu. Un jeu vidéo, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avance. On ne sait pas si le joueur va appuyer sur tel bouton, va tourner sa caméra dans telle direction, etc. Donc tout doit être calculé en temps réel. Et aujourd'hui, les jeux tournent souvent à 60 images par seconde. Donc 60 images par seconde, ça veut dire qu'on change d'image toutes les 16 millisecondes. Ça veut dire que la console ou l'ordinateur dispose de 16 millisecondes pour calculer absolument tout ce qui va se passer à l'image d'après. Donc si je suis là en train de faire tourner ma caméra à toute vitesse sur moi-même, ça veut dire qu'il faut que tout ce qui fait les calculs de graphisme, afficher tous ces millions de pixels, ça soit refait toutes les 16 millisecondes. Donc c'est évidemment un défi technique incroyable et c'est un des domaines de l'informatique qui est le plus exigeant en termes de performance. C'est-à-dire, on dit souvent, si j'ouvre une fenêtre sur mon navigateur et qu'elle met 500 millisecondes de plus à s'ouvrir, je vais peut-être un peu râler, mais enfin ça va pas se voir. 500 millisecondes, dans le jeu vidéo, on peut pas. On a 16 millisecondes et c'est tout. C'est un défi technique incroyable, comme vous dites, mais Roland Lehoucq, c'est aussi un défi en termes de calcul. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, théoriquement, tel que moi j'imagine les choses, sans être du tout concepteur et créateur de jeux vidéo, on a un décor qui peut être, j'imagine, d'abord simplifié, après habillé. Alors, il y a tout un habillage de couleurs, etc., pour que ce soit compliqué. Je me rappelle du premier jeu auquel j'ai pu jouer sur Apple II, Wizardry, où les décors, c'était des squelettes. Enfin, c'était des lignes, Filaire, des lignes, c'était filaire. Il n'y avait pas de remplissage, il n'y avait rien. Donc là, on imagine quelque chose comme ça, déjà, en première intention. Si je voulais moi-même faire un petit mouvement dans un décor compliqué, le décor, il est défini. Et après, selon l'angle de la caméra, il faut faire tourner le décor. Donc derrière, on dit, il y a des matrices de rotation. Ah oui, les matrices de rotation, je connais bien. Donc on applique la rotation à l'ensemble des points du décor. Bon, il y en a 3, ça va. Il y en a 1000, c'est plus compliqué. Il y a 1 million de points. Puis il y a toutes les textures. Alors vas-y, il faut faire tourner tout ça. Et puis derrière, comme disait David, il y a la lumière. Si le décor, il n'y a pas les mêmes textures, il y a un endroit, il y a un bout de miroir, un endroit, il y a un bout de truc qui est plus diffusant, je sais pas quoi, les couleurs changent. Bref, il faut adapter ça en permanence, en temps réel. Tenir compte, c'est que de la physique, disons, élémentaire, d'une certaine façon. C'est comme calculer une image. Il y a des logiciels comme Povray, par exemple, qui fait des calculs d'images. Qui fait du ray tracing. On décompose complètement l'image, on la décrit, l'image, la scène, on la décrit complètement. Il y a une sphère-ci, il y a un cube, il y a un machin. On décrit les textures, on décrit les sources de lumière, on appuie sur le bouton, on attend un certain temps et au bout du temps, paf, on a l'image qui est générée avec les ombres, toutes les radiosités, tout ce qu'il faut. Alors là, c'est bien quand on a le temps. Quand on est en temps réel, on a 16 millisecondes pour faire le boulot. Et voilà, il faut trouver des moyens rapides. Alors, ça peut être
peut-être des approximations numériques, entre guillemets, c'est-à-dire on gère les choses un peu différemment qu'on le ferait strictement, si on voulait être très précis, et puis aussi des améliorations techniques. On a simplement des machines qui vont être plus rapides. Bah alors justement, à propos de décors, David Louapre, vous racontez par exemple que vous vous rappelez encore de la première fois où vous avez parcouru avec délice les plages méditerranéennes de la Grèce, alors pas dans la vraie vie, Ouais. mais dans Assassin's Creed Odyssey. Alors on le sait, et tout le monde le sait, même, même dans le cinéma d'animation, que représenter un liquide par exemple, comme on parle de décor, c'est un casse-tête. Alors justement, quelles sont les composantes nécessaires pour modéliser de l'eau par exemple? Oui, alors les liquides, c'est très compliqué. D'ailleurs, les physiciens le savent bien, hein. Si on veut simuler des liquides en physique, on doit utiliser des équations qui sont très compliquées, qui s'appellent les équations de Navier-Stokes. Alors, elles sont pas très compliquées, c'est surtout les résoudre qui est extrêmement compliqué. Et donc, les gens qui font ça, par exemple, pour de l'aéronautique, calculer le mouvement de l'air autour des ailes d'un avion ou bien de l'eau autour de la coque d'un bateau, c'est pareil, ils peuvent disposer de plusieurs heures pour faire leurs calculs. Dans le jeu vidéo, toujours cette contrainte de 16 millisecondes. Et donc, on est obligé d'utiliser tout un tas d'astuces. Alors, des fois, simplement, c'est vraiment juste de la tricherie, c'est-à-dire qu'on utilise des choses qui donnent l'impression que l'eau est en train de bouger, alors qu'en fait, elle n'est pas en train de bouger. On fait juste bouger des reflets sur une surface qui, en fait, est plate, mais ça donne l'illusion de vagues à la surface, etc. Et puis, dans certaines situations, on est obligé de simuler des courants, la façon dont les courants vont emporter les objets. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut calculer un peu la physique du mouvement. Et puis, ça va jusqu'à des situations où on peut vraiment faire en sorte que, par exemple, un joueur va pouvoir interagir avec un fluide. Et là, c'est compliqué. Il faut trouver des astuces qui permettent de simplifier des équations comme les vraies équations, en trichant à nouveau, mais en ayant quelque chose qui, à la fin, est quand même relativement plausible et qui fait que les gens ne sont pas perdus. Roland Lehoucq. Oui, là, dans ce que dit David, j'y vois, d'abord, c'est naturel de faire ça, parce que il y a cette contrainte des 16 millisecondes et de la puissance de calcul dont on dispose pour faire le travail. Mais j'y vois une relation intéressante avec la science-fiction, dont on sait ici que j'aime bien ça. C'est qu'en En fait, tant que on président sent- des Utopiales, Voilà. le festival de science-fiction, science-fiction bien sûr. à Nantes. Alors, on s'en fiche que ça soit vrai d'une certaine façon. Ce qui compte, c'est que ça soit plausible, qu'on y croit, que quand le joueur se déplace, il voit un océan, il ne faut pas que ça soit comme un miroir plat qui ne bouge pas. L'océan, il est censé avoir un peu des vagues et des trucs. Il suffit que ça bouge un peu. Et évidemment, le joueur ou la joueuse qui est là pour explorer va pas les regarder en détail, se mettre au bord de la plage, dire ah, c'est bizarre, dans ce jeu, les vagues, elles sont pas exactement comme je les ai vues la dernière fois que j'étais sur la plage. Donc, le point, c'est que ça fasse plausible et qu'on y croit, qu'on puisse suspendre son incrédulité pour le but ultime, c'est le divertissement du jeu, l'aventure qu'on va mener, les actions qu'on va mener. Et donc, pareil en science-fiction, finalement, la science, elle n'est pas forcément juste dans la science-fiction. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on puisse suspendre son incrédulité suffisamment longtemps jusqu'à la fin de l'œuvre et qu'on ait été diverti, intéressé, amusé par l'œuvre qu'on vient de voir ou qu'on vient d'utiliser. Et dans le jeu vidéo aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que ça réponde aux intuitions des joueurs. C'est-à-dire que si quelqu'un voit de l'eau et jette un morceau de bois dedans, il va s'attendre à ce que ça flotte. Et il va peut-être prévoir son coup en se disant ah, tiens, si je jette ça va flotter et tout. Et si là, ça flotte pas, en fait, ça casse l'immersion parce que ça répond plus aux intuitions. Donc si c'est pas exactement la vraie physique, c'est pas grave, mais il faut que ça réponde aux intuitions que les gens peuvent en avoir, des conséquences de leurs actes. Ouais, dans Minecraft, par exemple, on peut jouer avec l'eau aussi. Jeter des cubes dans l'eau. Ouais, alors justement, dans Minecraft, alors à nouveau, parce que je critique pas Minecraft, c'est parce que l'eau, c'est très très compliqué. Dans Minecraft, par exemple, si on pose un cube d'eau quelque part, en fait, on va voir que l'eau se propage que sur un certain nombre de cubes de distance, parce qu'en fait, ça serait trop compliqué de simuler de l'eau sur l'ensemble de la carte de Minecraft, qui est gigantesque. Et donc, des fois, ça produit des incohérences. Je me souviens une fois, ma fille jouait, et donc, elle était pas loin de la mer, et je lui dis, tiens, vas-y, creuse un canal, comme ça, tu vas pouvoir l'amener jusqu'à ta grotte, et tu vas te faire une petite piscine. Et en fait, elle creuse le canal, et au moment où elle achève le canal, en fait, l'eau coule sur seulement 7 cubes, parce que dans Minecraft, l'eau ne coule que sur 7 cubes, et ça remplit pas du tout sa piscine. Alors là, c'était un La exemple nouvelle de... contrainte, il faut à moins de 7 cubes de Voilà, bord de l'eau. exactement. Et donc, c'est petite situation où les choses répondent pas à l'intuition qu'on pouvait en avoir. On se disait, je lui dis, bah oui, tu creuses le canal, ça va marcher. J'étais convaincu que ça allait marcher. Et en fait, non. À propos d'incohérence, on peut penser à un célèbre plombier, Mario, voilà, par exemple, quand il saute, on voit qu'il retombe bien plus doucement qu'il ne saute, puis il peut même tomber à l'aide de la manette un peu à droite ou un peu à gauche, Roland Lehoucq. Ça, physiquement, c'est impossible. Non, bien sûr, c'est possible. Mais oui, Tu n'essayez rappelles. n'essayez pas de tomber. Enfin, si, on voit aussi ça dans certains des CMT Tex Avery, où il y a le loup qui, à un moment donné, tombe d'un très très haut immeuble et il se met en position comme s'il freinait. Là. Il y a un bruit de freinage, il s'arrête et boum, il se pose sur le bout de l'orteil, tranquille, après avoir chuté d'un immeuble immense. Oui, ça c'est habituel dans les mouvements, notamment sous l'effet d'une pesanteur, en tout cas les mouvements verticaux.
qui, en tout cas sur Terre, sont attribuées à la verticale. La définition de la verticale, c'est le fil à plomb, et le fil à plomb, c'est la pesanteur. Donc le mouvement haut-bas, c'est de la pesanteur. Ça peut être interprété comme ça, et surtout dans Mario, quand il se déplace, quand c'est ses petits bonds dans tous les sens, bon, il faut qu'il y ait une sorte de souplesse de mouvement. J'imagine que c'est lié à la façon dont le joueur ou la joueuse va interagir avec le personnage et qu'il puisse manipuler ça sans que ça soit horrible. Si le personnage était vraiment accéléré, que quand il tombe, il tombe de plus en plus vite, alors on s'y attend pas. Peut-être on va rater l'endroit où vous voulez bouger, se poser ou Dieu sait quoi. Bon, c'est sans doute pour faciliter la vie. Là, on peut tricher avec les règles pour faciliter la vie ou peut-être la complexifier pour la personne qui joue. Puis ça, c'est des supercheries qui sont faciles dans un jeu 2D, mais pour la 3D, ça devient un peu plus compliqué. Et en l'occurrence, avec la 3D, on a aussi ces moteurs physiques qui ont permis justement de respecter les lois de la gravité, David Loapre. Oui, en fait, quand on est passé de la 2D à la 3D, on est aussi naturellement allé vers plus de réalisme, notamment effectivement dans le traitement de la gravité. En 2D, c'était facile de faire accélérer Mario plus vite quand il est en train de monter que quand il est en train de descendre, ce qui normalement n'est pas le cas. En 3D, c'est plus compliqué parce que finalement, l'environnement est plus réaliste et donc on est obligé de se rapprocher des vrais comportements. Et donc aujourd'hui, les moteurs dont on parlait tout à l'heure simulent la gravité. Donc on peut, alors souvent, quand on utilise un moteur de jeu vidéo, on choisit la valeur de la gravité. Alors généralement, on met la valeur qui est celle qui existe sur Terre, 9,8 mètres par seconde carré. Mais on peut s'amuser à mettre une autre valeur si on souhaite. C'est quelque chose qui est prévu dans les moteurs. Donc la gravité est un petit peu plus simulée en général de façon un peu plus réaliste. Et puis il y a une chose aussi qui est particulièrement importante et difficile à simuler, c'est les collisions. C'est-à-dire, c'est pas tout que de tomber, mais quand on a un objet ou un personnage qui tombe au sol, comment on gère le fait que il va pas le traverser. Mais par rapport à cette gravité, maintenant, les moteurs physiques de certains jeux vidéo calculent des trajectoires et qui sont aussi sensibles que certains simulateurs scientifiques. Roland Lehoucq, je pense notamment par exemple au jeu Outer Wilds, jeu de 2019 où il est question, c'est un jeu de simulation, vous êtes aux commandes d'un vaisseau, vous explorez une sorte de système solaire miniature. Là, on voit bien que ce jeu éclaire les lois de la gravité, notamment celle de Newton. Oui, c'est ça. Quand on voit ce système, je crois, à 5 planètes, et puis il y a une comète, alors à un moment donné, on peut le voir par-dessus, parce qu'on peut sortir de la planète de départ et puis explorer évidemment tous ces mondes pour résoudre l'énigme qui est au cœur du jeu. Eh bien, on peut voir le système par-dessus, et puis alors moi j'ai fait l'expérience de regarder si ça marchait, si respectait les lois de Kepler. Alors elles sont respectées. D'abord, il y a des mouvements elliptiques ou circulaires, bon, très bien, dont le Soleil occupe le centre pour le cercle ou un foyer d'ellipse pour l'ellipse de la comète. Bon, ça c'est OK. Deuxièmement, j'ai regardé la comète, qui est la seule intéressante dans ce cas-là, pour vérifier si elle respectait bien la deuxième loi de Kepler, c'est-à-dire des surfaces égales sont balayées en des durées égales. Donc on prend son chronomètre, plus exactement on prend les timecodes du jeu, puis on regarde ce qui se passe, ça marche. Et puis on regarde enfin si ça respecte la troisième loi de Kepler, que le cube du demi-grand axe divisé par le carré de la période est égal à une constante. Alors le demi-grand axe ou le rayon, quand c'est un cercle, on le mesure en pixels, et puis la période en secondes, puis on fait froidement le cube divisé par le carré, on obtient le même nombre tout le temps. Donc ça veut dire que derrière, ça n'est pas si compliqué, mais après tout, c'est intéressant de voir que les créateurs du jeu ont préféré mettre, plutôt que des trucs qui tournent random, plus lentement vers l'extérieur et plus vite vers l'intérieur, bon, une ellipse, on se déplace random sur l'ellipse et puis ça suffira bien pour le joueur. Non, c'était pas plus compliqué, sans doute, et puis finalement tout aussi pertinent, et même plus pertinent que de mettre un truc random, de mettre vraiment les lois de la physique, en tout cas pour des mouvements planétaires simples. David Loapre. Moi, il y a une chose qui m'avait fasciné dans Outer Wilds, donc c'est effectivement les vraies lois avec des constantes différentes, c'est-à-dire tout est beaucoup plus petit, etc. Et moi, il y a une chose qui m'avait fasciné, c'est qu'on peut reproduire l'expérience de pensée du canon de Newton. Donc c'est l'expérience de pensée qui supposément aurait donné à Newton cette idée pour réaliser que la gravité, les objets qui tombent et la Lune qui tourne, les planètes qui tournent, c'est en fait le même phénomène. Et donc l'expérience de pensée de Newton, c'est que Newton disait, imaginez un énorme canon au sommet d'une très grande montagne, et si on tire très très fort, en fait, au bout d'un moment, on va se rendre compte que on va finir par arriver à satelliser le boulet de canon. Et dans Outer Wilds, on peut faire ça, c'est-à-dire les planètes sont toutes petites et on a un objet, je crois, qui prend des photos et qu'on peut lancer. Et en fait, si on le lance suffisamment fort, on le met en orbite autour de la petite planète. Donc on peut vraiment se rendre compte de cette unité qui existe entre la gravité, les choses qui tombent, et la gravité, celle qui fait tourner les corps célestes. Absolument. Et comme ces planètes sont trop petites pour être sphériques, mais en même temps, si on admet qu'elles ont une gravité qui est d'ordre de la gravité de la Terre, enfin, si on leur attribue une gravité en dépit de leur petite taille, une gravité terrestre, disons, alors, comme elles sont toutes petites, elles ont un horizon très proche, et la vitesse à utiliser n'est pas si grande, puisque, encore une fois, la vitesse à parcourir, la distance à parcourir horizontalement, quand en une seconde on tombe de à peu près 5 mètres dans la gravité dont parlait David tout à l'heure, eh bien il faut
en une seconde, s'être élevé de 5 mètres. Donc il faut vous déplacer horizontalement par rapport à la sphère, tangentiellement à la sphère, pour vous élever de 5 mètres. Si vous faites ça sur Terre, il faut faire 8 km, donc c'est la vitesse orbitale. Si vous faites ça sur un petit monde, c'est moins, et C'est donc du beaucoup coup, on moins. peut lancer Et le on peut truc, et puis ça roule. socialiser. Et puis dans Outer Wilds, si vous pilotez une fusée, on voit bien qu'elle répond pas du tout de la même façon qu'une voiture. Si on relâche les gaz, on continue à avancer. C'est l'inertie. Ouais, c'est l'inertie. Ça s'appelle l'inertie. Voilà, on vérifie que pour freiner, il faut faire quelque chose. Que c'est pas juste j'arrête les moteurs. Mais là, on parle de tout un tas de lois de la physique. On vient d'évoquer l'équation d'Anne-Navier-Strauss qui donne des sueurs froides aux mathématiciens, les lois de Newton. Enfin, quelles sont les équations en physique pour lesquelles il faut trouver des astuces pour simplifier toutes, David Louapre? Alors, en fait, une des choses que j'évoquais tout à l'heure, qui est particulièrement compliquée, c'est les collisions. C'est-à-dire, si on voulait vraiment simuler les collisions, il faudrait regarder ce qui se passe au niveau microscopique. Quand on a un objet, quand je vois ce verre qui ne traverse pas la table, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des interactions électromagnétiques entre les atomes de l'un et les atomes de l'autre. Évidemment, ça, c'est hors de question de simuler les choses à cette échelle-là, donc on est obligé de prendre des simplifications, et donc on va utiliser des lois. On dit à partir du moment où les corps commencent à se rapprocher, on va les freiner artificiellement, on va mettre du frottement, etc. Et donc on essaye à nouveau d'avoir quelque chose qui soit relativement plausible sans aller chercher des résolutions impossibles. Alors, le réalisme et le plaisir d'un jeu vidéo, c'est aussi son environnement sonore, sa qualité musicale. Alors, comment générer du son au fur et à mesure du jeu en temps réel? On y arrive. En direct sur France Culture, on ouvre notre semaine spéciale sciences et jeux vidéo en compagnie de nos deux invités du jour. David Louapre, vulgarisateur scientifique pour la chaîne Sciences Étonnantes sur YouTube et ancien directeur scientifique d'Ubisoft. Et Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA et vulgarisateur scientifique. Alors là, on entend la bande son de la légende de Zelda de Koji Kondo. David Louapre, vous racontez que quand vous tombez sur Zelda en 2018, c'est une claque. Oui, c'est une claque parce que, en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas joué aux jeux vidéo quand je lance Zelda Breath of the Wild. Et donc, je découvre quelque part l'évolution du jeu vidéo en 20 ans, mais en accéléré. Outre le fait que le jeu a été par ailleurs acclamé. Donc, c'est vraiment une claque parce que je vois ce monde magnifique. Il y a de la végétation, il y a des animaux, les saisons changent, la météo change, etc. Et donc, oui, c'est vraiment une claque par rapport à ce que j'avais connu 20 ans avant. Zelda, les mondes ouverts. Et ça, c'est l'occasion de vous annoncer que jeudi, ce sera notre émission consacrée sur la fabrication justement de ces mondes où le joueur peut se déplacer librement. On entendait cette musique, on entendait notre générique. On voit quand même qu'il y a eu une sacrée évolution dans justement, on parlait de graphisme. Là, on peut aussi parler de création sonore. David Louapre et de son évolution qui a été assez hallucinante en quelques décennies. Oui, et en fait, on peut s'en rendre compte avec un simple petit calcul. Je parlais tout à l'heure des disquettes sur lesquelles j'avais commencé, donc c'était 700 kilooctets, et un CD, c'est 700 mégaoctets. Donc ça veut dire que une heure de musique qualité CD, c'est 1000 fois la capacité d'une disquette ou d'une cartouche à l'époque. Et donc ça veut dire que au début, pour le son, la musique, les concepteurs étaient obligés de travailler vraiment en environnement très 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 contraint et devaient essayer d'en faire un maximum avec le moins de place possible. Il n'était pas question d'enregistrer un morceau et de le stocker sur la cartouche. Il y avait pas du tout la place. Et donc il a fallu imaginer des moyens d'utiliser en quelque sorte
les processeurs un peu comme des instruments de musique un peu rudimentaires. Et c'est ça qui notamment a donné cette coloration qu'on retrouvait par exemple dans Tetris qu'on entendait tout à l'heure. C'est-à-dire ce Le son, 8 bits. voilà, le son, ce qu'on appelle le son 8 bits. C'est-à-dire, en fait, on était obligé de stocker les informations concernant la musique de la façon la plus économe possible. Et quand ensuite on les reproduisait, on était obligé de faire appel à des signaux, par exemple ce qu'on appelle les signaux carrés, qui sont bien connus des gens qui utilisent les synthétiseurs et qui ont cette espèce de granularité, cette texture qu'on associe aujourd'hui aux jeux vidéo rétro. Les ondes carrées, ce grain, c'est quoi plus précisément? Alors, normalement, les ondes sonores, c'est ce qu'on appelle des sinusoïdes. Et donc, une sinusoïde, c'est un son parfait, c'est-à-dire un diapason, par exemple, un son très très pur. Et c'est assez compliqué de faire une sinusoïde quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose de carré, c'est-à-dire quelque chose qui passe de 0 à 1 par période. Et quand on fait ça, en fait, on génère ce qu'on appelle des harmoniques. Donc les harmoniques, c'est tout ce qui fait la texture et le grain d'un instrument de musique. Et donc les harmoniques qu'on génère quand on utilise des signaux carrés ont cette texture très particulière qui rappelle aujourd'hui le jeu vidéo de 8 bits parce que c'est vraiment c'est devenu associé en fait à cet univers-là. Voilà, à l'époque des premières consoles et des micro-ordinateurs stockés du son numérique, c'était du luxe. Aujourd'hui, grâce à la mémoire, c'est plus un problème. Alors comment ça se passe quand on est au hasard, Lara Croft, qu'on se heurte à une paroi? Comment générer le son au fur et à mesure et en temps réel dans le jeu, David Louapre? Alors, il y a plein de façons de faire. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des sons qui ont été enregistrés, qui vont ensuite être retravaillés par les designers sonores. Et ensuite, la façon dont on va jouer le son va dépendre des circonstances. C'est-à-dire que la façon, le son qu'on va percevoir quand un objet en heurte un autre, ça va dépendre de à quelle distance on se trouve, ça va dépendre de est-ce qu'il y a des parois entre les deux. Et donc, dans une certaine mesure, et ça varie suivant l'évolution des jeux, on va commencer à simuler tout un tas de phénomènes qui permettent de spatialiser le son, de se rendre compte d'où il vient, est-ce qu'il est loin, est-ce qu'il a été étouffé, etc. Donc à partir d'un seul type de son, on va pouvoir en créer des tas en temps réel, un peu comme on le fait aujourd'hui avec le graphisme aussi. Roland Lehoucq? Oui, c'est ça ce que dit David, finalement, ça m'évoque le fait qu'il faut aussi, pour le son, comme pour la lumière et les images qui tombent sous le sens, parce que ce qu'on voit, ça, on joue avec ses yeux, disons, avec ses mains, mais en voyant des images, et bien comme pour la lumière, il faut que le son, on lui applique des propriétés physiques de diffusion sur les matériaux, d'écho, de la façon dont il est fabriqué, c'est-à-dire au sens une collision, c'est pas la même chose que si c'était un objet mou contre un objet dur, c'est pas la même chose que deux objets durs l'un contre l'autre. S'ils sont métalliques ou pierreux, bah, c'est pas la même chose. Bref, il faut faire de la physique du son et toujours pareil, rendre ça riche pour que ça, on y croit, que ça fasse sens, que ça colle à ce à quoi on s'attend, et en même temps que ça rentre toujours dans les délais de calcul, dans les temps d'affichage sonore en l'occurrence, et qu'il faut sans doute simplifier un peu, mais pas au prix que ça devienne un truc qu'on ne peut pas reconnaître. Il faut que ça soit clair, on comprenne l'ambiance sonore en même temps que l'ambiance visuelle, les deux étant évidemment indéfectiblement liés. Et c'est à la fois un élément d'immersion, mais aussi de game design. C'est-à-dire, il y a des jeux où c'est important de bien écouter parce qu'en fonction de où est-ce que se trouve l'ennemi, le son ne va pas être rendu de la même façon, et donc ça fait partie du jeu. Ah oui, on peut penser à Rainbow Six, un jeu de shooter multijoueur. En l'occurrence, il faut tendre l'oreille. Vous consacrez un chapitre justement sur les sons réalistes. Et puis je rappelle quand même la formidable exposition à la Philharmonie de Paris, Video Games et Musique, qui pour la première fois retrace l'histoire des liens entre musique et jeux vidéo. On voit que tout ça, c'est une chaîne technologique remarquablement riche. Et ce n'est pas fini. Depuis quelques années, on voit aussi que la science a tendance à se servir de ce qui se passe dans les jeux vidéo sous différentes formes. Alors comment le gaming participe-t-il à faire avancer la recherche? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, on continue de parler de jeux vidéo avec David Louapre, Roland Lehoucq. On a vu qu'avec Tennis for Two, c'est une curiosité de laboratoire, mais ça comptait déjà tous les ingrédients d'un genre qui allait faire fureur. Graphisme en temps réel, simulation physique, trajectoire de balle et interaction avec les joueurs. La recherche scientifique se poursuit. L'industrie du jeu vidéo nécessite une croissance constante des technologies telles que la modélisation, la réalité virtuelle ou augmenter encore de l'IA. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'école ISART Digital où on forme au métier du jeu vidéo et où l'on fait également de la recherche de base. Et c'est avec vous Céline Lausanne, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, alors la recherche s'y décline en divers axes, dont un qui s'attelle à l'IA qui historiquement est lié aux jeux vidéo. Alors il ne s'agit pas de l'IA telle qu'on la retrouve dans nos services au quotidien, mais l'IA traditionnelle, symbolique, en mode arbre de décision. Maël Adoum, chercheur associé à l'Université Côte d'Azur et responsable du département recherche de l'école, nous amène au laboratoire où ses étudiants développent leurs propres jeux en travaillant sur des algorithmes de prise de décision temps réel et de planification d'action des héros et autres personnages non joueurs. Donc, j'enseigne les physiques appliquées aux jeux vidéo et nous sommes ici à ISART, qui est une école complètement dédiée au métier du jeu vidéo et du cinéma-animation. Allez, on va rentrer du coup découvrir les projets de recherche et les activités de recherche que l'on développe en lien avec le jeu vidéo. Parce que les arts, c'est de la formation, mais aussi de la science. Exactement. Nous sommes une formation ingénieur du jeu vidéo. D'ailleurs, en fait, la première unique école d'ingénieurs complètement dédiée aux technologies interactives et immersives du jeu vidéo. Et en parallèle de l'enseignement, nous avons un laboratoire de recherche afin d'impliquer nos étudiants en fait, dans des activités d'innovation et d'adosser la recherche à nos cours afin d'irriguer l'enseignement et vice-versa. Donc, on va rentrer du coup voir les projets. Donc, j'aimerais bien vous présenter le projet d'Ethan, donc notre élève ingénieur en 3e année en game programming. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est d'intégrer un modèle de langage naturel dans le moteur de jeu temps réel Unreal Engine afin en fait, d'automatiser les phases et le processus de création dans le jeu. Donc, c'est-à-dire de permettre aux profils non développeurs de pouvoir également développer des actions et des gameplays de manière simple et intuitive. Alors du coup moi je m'appelle Ethan, j'ai 23 ans et je suis à ISART en 3e année de game programming. Du coup là je suis en jeu, donc je teste. Alors le personnage c'est un personnage féminin avec un arc. Et le personnage qui me suit c'est un dragon et le but c'est de voir s'il peut se déplacer. Donc rester au sol, me suivre au sol, s'envoler, se poser, du coup atterrir. Et pour l'instant il n'y a pas encore la mise en place des actions comme l'attaque. Mais si j'utilise un autre que des éléments que j'ai générés avec l'IA cette fois-ci, qui est celui-ci, en le changeant, on revient sur la même scène et cette fois-ci, normalement, le dragon m'attaque quand il est à proximité. Et le but du projet, du coup, c'est d'implémenter des modèles de langage d'IA localement sur Unreal Engine pour accélérer les processus justement de création et aider. Unreal Engine, c'est un moteur de jeu. C'est un moteur de jeu, pas que utilisé dans le jeu vidéo, mais principalement dans le jeu vidéo, et aussi dans le cinéma, du coup, qui permet du coup d'aider à réaliser les développeurs créer des jeux vidéo plus simplement. Du coup. C'est vrai que c'est assez innovant cette approche-là quand on sait que la plupart des jeux vidéo jusqu'ici utilisaient plutôt l'IA traditionnelle, symbolique, avec des arbres de décision, des sortes de règles qui régissaient finalement le comportement des joueurs. Et là, c'est complètement différent. Ça change beaucoup parce que le but, du coup, ce serait vraiment de l'utiliser comme outil plutôt qu'un remplacement des personnes. Donc, ce serait vraiment de greffer en plus sur le pipeline de production et de venir, c'est ça, de la chaîne de production du coup, et de venir aider les développeurs plutôt que de remplacer directement par l'IA, et du coup d'accélérer les tâches qui peuvent être redondantes ou fastidieuses à mettre en place au début, ou pour les développeurs qui sont moins expérimentés, d'aider à implémenter, à découvrir plus facilement du coup la mise en place d'intelligence artificielle et de comportement. J'ai cru voir un graphe. Oui, c'est ça. Ça représente un peu le choix des possibles. C'est ça, en fait on a une arborescence, donc c'est vraiment ça suit un schéma en fait comme un arbre. Donc on a la racine tout en haut. Ensuite on va avoir ce qu'on prend en fait des décisions. En fait c'est la partie entre guillemets de répartition des décisions. Et après ça suit juste un ordre logique de lecture comme un livre de haut en bas et de gauche à droite. Et en fait on peut définir des tâches à effectuer avec des conditions. Donc ça par exemple c'est quelque chose que moi j'ai fait de base de mon côté, qui est un arbre assez basique pour faire suivre une intelligence artificielle, attaquer quand on est à proximité, etc. Et après, l'IA, le but, c'est de lui permettre de tester justement via les prompts, de la faire répliquer cet arbre-là. Du coup, on a au début la vérification de la vie. Donc en fait, c'est donc, dans mon cas, l'IA, c'est un dragon. Donc si le dragon a un certain seuil de vie, il meurt, entre guillemets. Ensuite, on a une vérification s'il y a un joueur dans la zone de proximité. Le dragon va choisir d'aller vers le joueur, aux alentours du joueur, donc de patrouiller autour de lui. Si le joueur est suffisamment proche du dragon et qu'il est encore en vie, le dragon va pouvoir ensuite l'attaquer. Et enfin, si du coup le joueur est dans une zone qui est proche mais pas suffisamment proche pour l'attaquer, le dragon va juste se déplacer vers lui.
Est-ce qu'il y a une dimension de planification dans cette approche-là? Oui, en fait, ça change énormément. La partie planification, elle est importante parce qu'il faut être capable de prédire les cas où les utilisateurs, parce que c'est un humain derrière qui est impliqué, a des comportements qui ne seraient pas prévus. Donc forcément, ça rend le truc plus compliqué. Et justement, le but de l'outil après derrière, c'est de permettre d'aider aussi cette partie-là. Et juste la particularité de ces projets, c'est comment avec l'IA générative, on crée de l'IA traditionnelle, décisionnelle. Donc ce que vous avez mentionné tout à l'heure avec l'arborescence et l'arbre de décision, comme le behavior tree ici, on essaye justement de générer ça, qui est une IA classique, avec une IA générative qu'il a embarquée en fait dans le modèle dans Unreal Engine. Donc en fait là, en ouvrant ce petit bouton, j'ai une interface qui m'ouvre du coup le modèle de langage en local. On peut lui poser des questions, on peut lui demander de nous générer un peu tout et n'importe quoi. Donc par exemple, si je prends celui-là, je peux lui demander... c'est le PC qui souffle un peu, ça consomme un peu malheureusement. Ça tourne entièrement en local, c'est surtout l'avantage, c'est que c'est pas envoyé. Mais on peut lui demander de nous mettre une condition, de faire un déplacement aléatoire. Et il va, entre guillemets, aider à l'écriture de ces nodes-là, enfin de ces blocs de code quand on les connaît pas spécialement, ou qu'on débute par exemple, ou si jamais on est plus expérimenté, on peut avoir des prompts, des requêtes utilisateurs beaucoup plus grosses qui permettront de faire beaucoup plus de choses. Mais là, dans ce cas-là, par exemple, je vais lui demander de se déplacer à une position aléatoire et d'attendre 5 secondes. Donc on peut voir qu'il y a ma requête. Lui, il a généré du coup que j'ai demandé, et j'ai bien un arbre qui a été généré par l'IA du coup, qui est aussi l'IA, qui me fait un déplacement à une position aléatoire et qui attend 5 secondes. Merci Céline Lausanne. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche en cours, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur votre application préférée, l'application Radio France bien sûr. Roland Lehoucq, une réaction à l'écoute de ce reportage? Oui, alors moi ça m'évoquait quand il parlait d'arbres de décision, enfin de behavior tree, pour dire ce qui va se passer selon les réactions du joueur. Moi ça me fait penser quand j'ai commencé à programmer des jeux, j'avais aussi programmé des jeux de réflexion. Là on a besoin d'une IA, enfin on a besoin d'avoir un adversaire. On n'a pas toujours. Si c'est faire un jeu vidéo pour jouer, alors moi c'était pas les échecs, c'était plutôt Othello ou les jeux de dames. Si autant jouer avec la personne qui est en face de moi plutôt que de jouer par l'intermédiaire d'un jeu qui ne sert qu'à gérer finalement le plateau de jeu. Donc dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un adversaire, donc d'avoir une IA, un truc qui va jouer contre vous de façon, on espère, pas trop ridicule, parce que sinon on s'amuse pas, ou alors si elle joue très très bien, on dit ah bah, c'est bon, moi j'ai fait le super jeu qui gagne tout le monde et je suis un boss. Et donc je me rappelle très très bien de ces arbres de décision, de tout ce qu'il fallait faire, imaginer les coups. On est dans une situation, le programme doit jouer, il regarde la situation, il imagine des coups possibles, il doit choisir tout un arbre, envisager une succession de coups, éliminer les coups. Je me rappelle l'algorithme alpha-bêta qui permet d'éliminer certaines branches qui sont pas intéressantes. Il faut donner une valeur aux positions, noter les positions, puis choisir. Et il choisit le coup qui aboutit à la moins mauvaise position pour lui, et la plus mauvaise pour l'adversaire et la moins mauvaise pour lui. Donc à la fin, on obtient une situation qui est ça, une sorte d'IA, mais c'est une IA symbolique. Enfin, ça réfléchit. Ça applique des règles. C'est pas une IA générative comme celle qu'on voit apparaître maintenant. Justement, à propos de ces IA génératives, David Loipe, que pensez-vous de la façon dont on les intègre, dont on est en train de les intégrer dans les jeux vidéo actuellement? Alors, il y a deux façons de les utiliser. Il y en a une qui a été un peu illustrée dans le reportage, c'est-à-dire comment ces outils-là vont aider, par exemple, les gens qui doivent programmer. Alors, par exemple, si on a besoin de programmer quelque chose et maintenant, aujourd'hui, il y a des IA qui peuvent nous aider à coder, donc ça fonctionne très, très bien. Et puis, il y a une autre façon qui est de changer des choses vraiment qui seront vues différemment par les joueurs. C'est-à-dire que de changer, par exemple, la façon dont réagissent les personnages. Ça peut être quelque chose... Voilà, les fameux personnages non joueurs, quoi. Et donc là, c'est pas simplement dire je suis plus facile ou plus rapide à créer mon jeu, c'est vraiment, je vais créer une expérience différente. Alors l'exemple typique auquel on peut penser, c'est je vais voir un personnage et puis je lui parle dans mon micro, comme on pourrait le faire aujourd'hui avec un chatbot. Et en fait, dans le jeu vidéo, c'est particulièrement compliqué parce qu'il ne suffit pas de brancher un chatbot sur un personnage pour que les choses fonctionnent, parce que déjà, il faut que le personnage reste dans son rôle. Si je suis dans un jeu médiéval et que je commence à parler d'ordinateur avec le personnage, normalement, il ne doit pas comprendre ce que je lui raconte. S'il commence à me dire oui, la fusée, je ne sais pas quoi, ça ne va pas du tout, ça brise l'immersion. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'il faut arriver à connecter ces interactions verbales qu'on peut avoir avec les personnages avec leur comportement. Si je vais voir un personnage et que je lui dis tiens, est-ce que tu
tu veux bien venir chercher du bois avec moi dans la forêt et que le personnage me répond oui, bien sûr, avec plaisir, et que derrière il le fait pas, ça va pas. Et donc il faut connecter en quelque sorte les IA génératives modernes, quand on essaie d'en mettre, avec les IA symboliques traditionnelles, celles qui régissent le comportement des personnages. Et cette connexion, elle est vraiment pas facile à faire. Moi, j'aimerais, puisqu'on arrive vers la fin de cette discussion, reconnecter, reparler de cette connexion entre science et jeux vidéo. Comment le jeu vidéo peut être utilisé par les chercheurs scientifiques aujourd'hui pour faire progresser la recherche dans différents domaines, David Louapre? Oui, alors il y a eu des exemples fameux parce qu'il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que finalement le temps cumulé que passaient les joueurs à jouer à des jeux vidéo représentait quand même des millions d'heures et que nous, les scientifiques, on fait un peu de la science comme un jeu et donc il y a des chercheurs qui se sont dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire jouer des joueurs, des joueuses et en faisant ça, leur faire résoudre des problèmes scientifiques. Et donc, il y a eu un exemple qui est resté célèbre, qui a été fait par des biologistes qui ont créé un jeu qui s'appelle Fold It, qui s'attaque à un problème qui, alors aujourd'hui, a beaucoup évolué, mais qui, à l'époque, était resté encore très, très compliqué, qui est celui du repliement des protéines. Et donc, le repliement des protéines, c'est quoi? Je vous donne la formule, entre guillemets, d'une protéine, c'est-à-dire la liste des acides aminés. Et il faut essayer d'imaginer, à partir de cette liste d'acides aminés qui forme une chaîne, comment la protéine va se replier pour former une forme en 3D. Et c'est un problème qui est extrêmement compliqué, mais qu'on peut en quelque sorte gamifier, comme on dit. Et donc, les concepteurs du jeu Fold It ont imaginé un jeu comme ça, où deux joueurs s'affrontent à replier des protéines. Et en fait, on n'a pas besoin de connaître la biochimie de la chose. En fait, il faut acquérir un peu des réflexes, comprendre que oui, il y a des choses qui marchent bien avec d'autres, etc. Et donc, il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout biochimistes, qui sont devenus très très bons à ce jeu et qui arrivaient à deviner, en s'affrontant, quelle pouvait être la forme d'une protéine. Et donc, il y a même eu des publications scientifiques très prestigieuses qui ont été faites avec ça. Des jeux de science citoyenne et participative. Et bon, à FAFOD, le logiciel IA de DeepMind n'était pas encore passé par là. Et on a eu à peu près, je crois, 400 000 personnes qui ont joué à Fold It depuis sa création et qui ont aussi contribué à des recherches sur le cancer, la maladie d'Alzheimer ou encore le virus Ebola. Je pense aussi sur le fait que les cartes graphiques, les fameux GPU, les processus graphiques, ils ont été largement développés pour les jeux vidéo et ils sont notamment développés aujourd'hui aussi, Roland Lehoux, pour les IA. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, pour ce que j'en comprends, qui est quand même un peu lointain malgré tout, dans un jeu vidéo, on a beaucoup besoin on a dit tout à l'heure, de faire tourner le paysage en fonction de la caméra, disons. Et donc ça s'appelle des matrices de rotation. Et ce qui est derrière ça, ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Donc on a besoin de manipuler des matrices de nombres, des tableaux de nombres, de les multiplier et de faire des choses avec elles. Donc une fois qu'on a compris qu'on a ça à faire, eh bien il faut le faire efficacement, parce que là on est cette fois-ci dans une affaire de graphisme. Donc on n'est pas là pour tricoter, on veut que ça aille plein pot. Donc on fait des GPU qui vont ne savoir faire qu'une chose, c'est manipuler des tableaux de nombres vite, et les multiplier, les additionner, faire des plans avec très vite. Alors évidemment, c'est très spécialisé sur ça. Si vous voulez faire autre chose, évidemment, ça, c'est pas bien le faire, voire pas du tout le faire. Alors il se trouve que dans les IA génératives, il y a besoin de ce genre d'aptitude-là. C'est-à-dire pour trouver les paramètres qui sont, pour faire évoluer les paramètres les milliards de paramètres qui vont ajuster le modèle de façon optimum, eh bien, il faut, à un moment donné, utiliser, disons, des tableaux de nombres et faire tout un plan qui ressemble étonnamment à ce qui se fait pour des questions graphiques, mais là, donc le même type de protocole de manipulation mathématique, mais cette fois-ci pour ces questions d'IA générative. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que finalement, on allait utiliser ces GPU et qui étaient disponibles et on va faire de l'IA avec. Et voilà, comment boucler la boucle. Alors, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais un grand merci à vous deux. Je rappelle, David Louapre, que votre ouvrage « Le labo du jeu vidéo » aux éditions Albin Michel vient de paraître et que c'est déjà un ouvrage de référence, une bible. Demain, dans l'épisode 2, on parlera de l'impact du gaming sur la santé et la cognition, mais tout de suite, on vous